Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le désaccord entre deux personnes fait partie de la vie. Il souligne la position singulière de chacun et la nécessité de faire avec l'autre, de faire avec le différent. Ainsi, en famille, en couple, quand une dispute surgit entre les parents, il peut être vraiment constructif pour l'enfant, témoin de la scène, de voir qu'elle peut se résoudre, cette dispute, par la parole, dans le respect de l'un et de l'autre. L'enfant qui vit donc cette situation trouve une occasion de faire l'expérience de régler un conflit par la parole. Mais quand elle relève d'une dynamique de non-respect, de disqualification, voire de rapport de force, la dispute parentale est préjudiciable à l'enfant. Qu'il s'agisse de coups, d'attitudes ou de mots, l'expérience aurait montré que l'enfant qui vit dans un environnement de violence est en grande souffrance. Oui, la dispute des parents frappe les enfants, comme on le dit communément chez nous. La dispute frappe leur faculté d'apprendre à l'école notamment, et c'est précisément et particulièrement ce cas dont nous allons parler ce soir. Nous le savons peut-être pas, mais l'échec scolaire, nous le programmons depuis la maison quand nous faisons payer à nos enfants notre orgueil. Bonsoir Prudence Lawson, vous venez du cabinet Gestor, vous êtes psychologue. C'est sans doute une réalité que vous rencontrez sur le terrain. Bonsoir Alice, bonsoir chers auditeurs, téléspectateurs. C'est vrai que c'est une situation dont on parle très peu, mais qui est très courante. Effectivement, bon, tu parles d'orgueil, je me demande si les parents sont conscients que c'est de l'orgueil. Mais j'aimerais dire, mais pourquoi on parle d'orgueil? Parce que les parents croient que c'est leur situation à eux qui doivent passer en priorité et les enfants sont laissés pour compte dans cette situation-là. Très souvent, ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça qui est le plus grave. Peut-être quand les dégâts s'installent, c'est pas systématique, on ne le sait même pas forcément que ça vient de là. Il y a très souvent le lien entre les dégâts de leur dispute sur les effets éducatif de l'enfant. On en parlera dans l'émission. Merci d'être avec nous. Et un coach scolaire, il nous vient du cabinet Kwamivis, aussi avec nous ce soir sur ce plateau. C'est M. Eric Bonnet. Bonsoir M. Bonnet. Bonsoir. Vous en accompagnez des cas comme ça. Vous êtes en milieu scolaire, vous rencontrez les élèves en difficulté. Quand on dit coach, quand on dit accompagnement, c'est forcément parce qu'ils ont des difficultés qui, dans certains cas, ont lien avec la famille. Bien sûr, bien sûr. La plupart de ces élèves-là, l'année encore commencé, l'année scolaire a encore commencé, et vous avez de ces cas d'élèves qui ont des soucis avec la discipline, qui sont tout le temps, très régulièrement convoqués par le censeur, sujets à des punitions, toujours en train d'être, j'ai failli dire, étudiés au cas par cas, parce qu'on veut bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est toujours en rébellion, pourquoi est-ce qu'il est toujours... Voilà. L'étudier, qu'on veuille le comprendre, c'est voilà. Quand ça se passe bien. Parce voilà. c'est pas sinon, toujours... des fois, ben voilà, c'est carrément... Il est catégorisé, étiqueté paresseux, indiscipliné. Tout cela devient carrément une porte ouverte à l'abandon scolaire, à la délinquance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est compliqué. C'est ça. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. On va en parler. C'est ainsi donc que vite fait, nous envoyons ces enfants innocents, victimes de la société, dans des structures comme la Brigade pour mineurs. Bonsoir Madame Sylvie Mensan. Vous nous venez de l'association La Touche. Vous envoyez de ces enfants là-bas à la brigade. Et puis vous-même, vous nous dites que vous êtes un exemple vivant de ce dont on parle. Oui, bonsoir Madame Lys. C'est exact. Je suis presque au quotidien en contact avec ces enfants-là, ce genre d'enfants qui sont victimes très souvent des problèmes conjugaux de leurs parents. C'est ça. Yeah. Et pour nous aider à mieux gérer les conflits, à les prévenir, nous avons M. Guy Kokou Ariano, il est consultant en gestion et prévention des conflits. On en a besoin pour amener la paix et pour que tout le monde se porte bien. Bonsoir M. Ariano et merci d'être avec nous. Bonsoir Lise, merci de m'avoir fait honneur de participer à cette émission. Merci bien. Allez, on a promené nos micros, on a demandé aux uns aux autres s'ils pensent que les conflits à la maison peuvent avoir des impacts sur les enfants à l'école. On va suivre quelques petites réponses et on vient juste derrière lancer le débat. Au moment
moment des classes, quand il y a des problèmes à la maison entre mon père et ma mère, ou bien des problèmes financiers, je ne me sens pas du tout à l'aise en suivant les cours. Je suis un peu soucieux. Si nos parents se discutent, chaque fois, ça agit sur notre système nerveux. Et puis, arrivé à l'école, on est souvent soucieux, on ne parle pas avec des amis. Quand il y a querelle entre le père et la mère, les premières victimes, ce sont des enfants. Puisque souvent, ces parents n'arrivent pas à cacher ce dont ils souffrent. Sur le plan financier surtout, ce sont les enfants qui sont les premières victimes. En classe, ils ne peuvent plus suivre les cours normalement. Alors, je conseille vivement aux parents de faire des efforts pour entretenir leurs enfants depuis la maison. Ne serait-ce que d'abord l'habillement, le petit déjeuner, le manger, même le retour de l'enfant. On va creuser plus les conseils que le monsieur a commencé par donner, on va creuser plus le sujet. Mais il a commencé avec le coach scolaire par voir les genres de troubles que ces enfants ont à l'école. Parce que là, on ne va pas perdre le temps à voir qu'est-ce qui cause les problèmes. Vous et moi, nous savons ce qui cause les problèmes entre vous et nous, entre lui et elle. On va peut-être l'aborder un peu, mais non, dites, ce n'est plus à démontrer que ça pose des problèmes à l'enfant, les soucis à l'école. On va en parler, mais commencez par nous dire qu'est-ce que vous constatez, vous, en milieu scolaire. C'est quoi ces genres de problèmes que vous voyez? D'abord, l'enfant en classe, naturellement, un enfant est en joie quand il est en classe. Mais ça dépend du maître. En mettant tout de manière normale. L'enfant a quand même de la joie au cœur. Donc, d'emblée, les enfants qui vivent ces conditions particulières sont tout sauf joyeux. Ok? Ensuite, il y en a qui expriment cette frustration-là, qui expriment cette situation désobligeante dans laquelle il se trouve, il l'exprime de différentes manières. Je ne vais pas les catégoriser par sexe, mais disons que de manière générale, il y en a qui sont violents. Et dans la performance scolaire, vous avez une catastrophe, mais alors là, une catastrophe avec un C majuscule. La concentration, c'est 0. Les matières dans lesquelles l'enfant excellait jusqu'alors deviennent, mais alors là, une bête noire parce que son esprit n'est plus là, son attention n'est plus là. Il faut suivre le cours, comprendre le cours pour pouvoir dire « je ne comprends pas ». Il faut déjà suivre pour ne pas comprendre et savoir où ça bloque, où on ne comprend pas. Oui. À côté de ça, vous avez une autre conséquence sur l'aspect physique de l'enfant. Il peut perdre l'appétit. Ah oui. Il peut carrément perdre l'appétit et perdre, j'ai parlé de joyeux, donc il perd même sa joie de vivre. Du coup, l'enfant qui était le sympa, joyeux luron de la bande, il va devenir solitaire, complètement retranché, isolé. Il reste tout seul et à la moindre interpellation, ses émotions peuvent prendre le dessus. Soit il devient hyper énervé, soit il déprime et il fond en larmes à tout bout de champ. Donc vous avez différentes réactions qui, de manière générale, amènent toutes à une très mauvaise performance scolaire et aussi à cette je vais dire ça comment, à cette manie-là de rester seul. Il finit toujours seul. Quand il est énervé, il casse tout, au finish, il est seul, parce que tout le monde le fuit. Ou bien alors, il est dépressif, il est triste, il pleure à tout bout de champ et il est tout seul. Ou alors il va quand même faire il recherche de la compagnie, il va trouver de la mauvaise compagnie aussi. Mais c'est cette solitude-là qui va l'amener maintenant à rechercher un palliatif dans des groupes hors normes. Qui finalement... Voilà, qui l'emmène dans autre chose.
Donc de manière générale, sans rentrer trop dans les détails, de manière générale, voilà ce qu'on constate dans un premier temps. Alors monsieur le psychologue, comment ça agit sur la tête de l'enfant comme ça? Les conflits de deux personnes, ça ne le regarde pas et puis lui, il empathie comme ça. On ne lui a rien demandé là, c'est les grands qui parlent entre eux, c'est les grands qui chamaillent entre eux. Ton problème, il est où? Comment ça se passe? Oui, on croit que ça ne le regarde pas, mais il se peut que ce soit le premier que ça regarde. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il tire une source vitale de ces deux personnes-là. Le lien ontologique est fort. D'autres peuvent se chamailler autour de lui, ça a un effet, mais ça n'aura pas le même effet que si ce sont ses géniteurs, ses parents directs. Pourquoi? Parce qu'il a été moulé dans cet environnement. Il sait qu'il est lié. Le lien est fort. Et il tire son assurance, son apaisement de là. Toute sa sécurité est là. Bon, maintenant, après, comment fonctionnent les choses dans sa tête? Est-ce que c'est moi qui suis la cause de ça? Ok. Des fois, il peut se culpabiliser et très souvent, est-ce que si je n'étais pas là, ils vont se chamailler comme ça? Est-ce que c'est nous? Est-ce que je ne fais pas si bien? Est-ce que si je parle... il se pose aussi des questions, il cherche des solutions sans pouvoir s'exprimer, l'exprimer forcément. Mais il est en quête parce qu'il sait qu'il est moulé dedans, il est concerné. Le milieu familial est un milieu vitalisant, devrait être un milieu vitalisant. Donc s'il ne trouve pas la vie, si la famille ne lui procure pas cette vie-là, un enfant qui, quand le papa et la maman se sentent bien, même quand les papas sont affectueux, les parents sont affectueux entre eux, positivement aussi ça affecte les enfants parce qu'ils sentent qu'il y a une sécurité affective, qu'ils ont besoin de ça pour grandir. Et quand ça n'existe pas non plus, ils le ressentent aussi. Déjà, le fœtus le ressent, donc... Plus encore. Celui qui est sur ses deux pieds et puis qui voit tout, hein, oui. Donc, vous comprenez que c'est une situation où vraiment, les parents devraient prendre conscience de l'ambiance familiale qu'ils doivent créer, entretenir pour que l'enfant puisse évoluer. Même si ça ne va pas, on va en parler. Hein. On va en parler. Devant les enfants, il faut faire semblant au moins. Devant les enfants, il faut faire semblant. Parce que, en plus de tout ça, il y a le fait que l'enfant qui veut, comme il a dit, ce milieu vitalisant, c'est ça qui lui donnait cette équilibre. L'enfant qui veut étudier, il est équilibré, dans ce sens qu'il sait qu'il est dans un milieu où tout va bien. Or, pour étudier, il se retrouve dans un milieu où ça se chamaille. Donc, rien ne va. Et là, il se sent... Il n'y a plus la sécurité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En plus de tout ça, maintenant, lui-même, maintenant, va devenir un autre agent d'insécurité. En ce sens qu'au moment où ça devrait aller, lui, étant maintenant un peu habitué à ce... déficit de sécurité, maintenant en recherchant un peu plus d'attention, on va créer des situations. C'est ça, parce qu'en ces moments, les parents, quand ils sont pris dans la tourmente, quand ils sont occupés par le conflit, ne se rendent pas disponibles pour l'enfant. Ils sont très indisponibles pour l'enfant, alors que l'enfant a besoin, comme on l'a dit, d'assurance et d'apaisement qu'il ne retrouve que chez les parents eux-mêmes. Et psychologiquement, ça peut même créer des troubles de comportement. Chez l'enfant? Ah oui, dites-moi. Parce que l'attention qu'il attend des parents, il ne l'a pas parce que les parents sont occupés à résoudre leurs propres problèmes, orgueil. Et donc, pour que l'enfant attire l'attention des parents, il va développer inconsciemment des troubles de comportement. Pour attirer l'attention? Pour attirer l'attention. Genre, il va faire quoi? Dites-moi. S'il faut laver les mains dans l'eau propre, il va se laver les mains dans de l'eau sale. Il va faire pipi au lit. Il va faire pipi au lit, l'énurésie. Alors, on croit que ça peut être physiologique. Mais c'est aussi souvent pour dire, regardez-moi, moi aussi j'existe. J'existe. Il va casser les choses. Tout à fait. Il va faire tout pour attirer l'attention. Et les parents les amènent. Il est insolent, il devient délinquant. Oh. En plus, c'est le même problème, il faut que je m'occupe de lui. Il ne sait pas que c'est lui qui crée le problème, c'est ça. Allez, Madame Manson, c'est peut-être pas le même schéma, mais vous avez traversé ça. Oui, il faut dire que personnellement, je suis d'une famille qu'on appelle souvent famille reconstituée. Donc, cette expérience d'échec scolaire, je ne dirais pas que j'ai échoué sur le plan scolaire,
Mais je peux dire que nous avons été impactés fortement. Moi et mes frères, mes sœurs, oui. Les parents se sont séparés, c'est ça? Ils n'étaient pas toujours... Non, Dieu merci. Oui, mais bon. Je ne sais pas, mais plus ils grandissent, on a l'impression que ça s'agisse. Hein? Heureusement. Heureusement, oui. Donc, c'était des conflits. Oui, donc je ne sais pas si c'est peut-être souvent au début des couples, on ne sait pas trop, les experts nous en diront, mais plus en ce qui nous concerne personnellement, en ce qui concerne moi dans ma famille, plus ils prennent de l'âge, ça change. C'est clair. Ça change. Mais entre-temps, nous avons déjà écopé, nous avons déjà été des victimes. Et quels sont restés sans accompagnement? Malheureusement, oui, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que ça développe comme ce qu'elle... Est-ce que vous vous rendiez peut-être pas compte vous-même en ce moment-là, c'est après coup que vous vous dites que oui, vous en avez pâti? Qu'est-ce que ça développe? Je dirais que, en ce qui nous concerne, nous sommes 4. En fait, du côté maternel, nous sommes 4. Et les conséquences diffèrent d'un enfant à l'autre, j'ai l'impression. C'est ce que je remarque. Moi, l'aîné, j'ai réagi différemment. Celui qui me suit semble avoir réagi différemment. Mais de réaction, dites-nous. Bon, moi, par exemple, il faut dire que j'ai été marquée énormément par un manque d'affection dans mon enfance, considérant que je suis dans une famille reconstituée. Oui. Mes petits frères n'ont peut-être pas ce même problème, mais par contre, il y a ma sœur qui souvent me disait, mais comment je peux étudier à 7 heures lorsque jusqu'à 5 heures du matin, j'étais en train de pleurer la nuit parce que les parents se sont chamaillés. Eux, ils ne le savent souvent pas, malheureusement. C'est dans votre chambre que vous pleurez? Parce que, les enfants ont leur chambre, quelquefois, et les parents sont dans leur chambre. On entend les cris, ils ne s'en rendent même pas compte, parfois. Vous dormez, hein? Voilà, en général, les parents pensent que les enfants dorment. Très souvent, ce n'est pas le cas. Très souvent, ce n'est pas le cas. Ils entendent les cris et souvent, ça pleure à l'intérieur. Ça pleure à l'intérieur. Agité, et puis ça doit se lever le matin pour aller à l'école, c'est pas évident. Jusqu'à 5 heures, l'enfant est en train de pleurer. À 7 heures, il faut se présenter au cours. Le résultat ne peut pas être vraiment des meilleurs, même si on semble avoir évolué aujourd'hui. La petite sœur aujourd'hui, c'est vrai, elle a fait ses études supérieures aux États-Unis, mais il y a quelque chose, ça marque toujours. Les garçons... je ne sais pas si c'est le sexe, enfin le genre joue, mais les garçons semblent avoir développé une certaine nervosité, une certaine colère. Ils sont en train d'y travailler, mais on sent que ça vient de loin, quoi. On sent que ça vient de loin. Et puis ça, c'est quand on est fort et qu'on y reste, mais sinon on sort de cet environnement qui te pollue. Ou alors tu te dis, je fais vite, je trouve un boulot pour sortir de ce merdier, excusez-moi le gros mot. Ou alors tu travailles pas et puis tu trouves les bancs du marché, tu te couches dessus. Au moins là, tu dors en paix, il n'y a pas quelqu'un qui crie dans tes oreilles, quoi. C'est un peu ça, hein, Prudence. C'est un peu ça. Si c'est trop compliqué, certains cherchent à fuir la maison. Parce que instinctivement, l'homme cherche les milieux paisibles. Même les enfants. Vous pouvez tout faire pour les y ramener. Moi, j'ai une fois travaillé, ça me vient comme ça, avec un enfant de la rue qui a accepté venir dans un centre. Mais au centre, les conflits qui se passent même dans le centre entre eux, il retourne dans la rue. Parce que dans la rue, au moins, il a un endroit où c'est plus paisible, il est respecté. Alors qu'au centre, là, mais l'intégration était compliquée pour lui. Il retourne dans la rue. Ouais, donc c'est vraiment, ça vient de loin comme ça se dit. Et il faut beaucoup de temps aussi pour travailler là-dessus, pour pouvoir non pas oublier, mais gérer. C'est le genre d'enfant peut-être qui va à l'école et puis qui ne rentre pas tôt le soir parce qu'ils finissent les cours à 17h, il se dit je vais encore rentrer dans ça, il va traîner, il va rentrer plus tard et puis les parents vont quand même encore le punir parce qu'il traîne, monsieur Gagnon. Oui, nous avons ces problèmes dans la famille souvent parce que nous ne sommes pas préparés à vivre le mariage.
nous ne sommes pas préparés. On est surpris. Et on veut faire comme les autres. Parce que je grandis, il faut que je me marie. Quand il faut même. que... À 28 ans, il faut que je me case. Alors que j'ai nous ne un sommes enfant. pas préparés. L'autre aspect, c'est que il y a des prérequis qui nous poussent au mariage. Et Aïté Djinefa avait chanté un morceau là qui m'intéresse, et qui dit, les femmes, il faut, pour avoir ce que tu veux, utiliser la violence. Et la femme répond que les hommes, c'est des menteurs. Donc, vous allez au mariage avec cette intention. Donc, vous deux, vous allez un conflit. Vivre permanemment des conflits, parce que vous percevez les choses différemment. Or, le mariage est organisé selon un système où chacun a son rôle à jouer. Et le père, et la mère, et les enfants. Si quelqu'un joue le rôle d'un autre, ça va poser des problèmes. Et donc, si vous êtes préparé à ce mariage-là, vous saurez que vous ne devez pas vous quereller devant les enfants. Pas devant, mais bon, ils entendent quand même. Non. Mais ils peuvent entendre. Mais si le lendemain vous sortez, vous ne le manifestez pas. Parce que vous êtes conscient que votre différend va influencer l'enfant. Vous allez vous comporter de manière que les enfants ne sauront même pas. On va vous poser la question, est-ce que vous vous querellez? Il n'y a aucun couple où on ne se querelle. C'est clair. Mais la manière de gérer ces conflits fera que l'enfant retrouvera cet équilibre et il va... Alors, Madame Menson, oui, est-ce que vous pleuriez dans votre chambre toute la nuit parce que, quand vous les entendez comme ça parler, les éclats de voix au loin, vous vous imaginez encore le lendemain ce que ça sera? Ou alors, est-ce que quand ils sortent le lendemain, ils présentent quand même un air de complice, des parents, comme s'il n'y avait pas de souci? Alors, vis-à-vis comme ça, ils affichent les différents. Il y a parfois ces deux cas. En fait, c'est les deux cas. Parfois, ils affichent, parfois, ils contrôlent. Mais il y a aussi ces paroles déplacées. Je prends un exemple banal. Quand l'expression qui dit souvent tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. En fait, ce sont des expressions déplacées, d'une manière ou d'une autre, qui rejaillissent dans les disputes, ou bien que les enfants perçoivent dans les paroles ou bien dans les disputes de leurs parents, sans même qu'eux-mêmes ils ne s'en rendent compte, bien souvent. Les parents, ou bien quand ils se disputent, il y a des paroles qui sont lancées. Bon, c'est pour faire mal à l'autre, hein, parce que quand on se dispute, on cherche là où tu vas lui taper, alors que malheureusement, le coup, ça fait des victimes collatérales. Voilà. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Très souvent, c'est à peine, ils vont même te dire, c'est vrai, moi j'ai dit ça quand? Oui, est-ce que non, je ne peux pas le mettre. Et pourtant, c'était sorti. Oui. C'était sorti. C'est pas faux. Monsieur Ragnou, vous vouliez proposer à Monsieur Ragnou qu'on continuait? Oui, je vais dire que l'idée là que nous avons pour dire que les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela, quand nous allions en mariage avec cela, ça constitue le socle de tous les problèmes que nous avons. Et le second aspect que j'évoque, c'est notre préparation au mariage. Vous voulez avoir des enfants. Est-ce qu'à deux, vous avez discuté? Pourquoi vous voulez les avoir? Et cette envie d'avoir vous permettra de créer des conditions pour que ces enfants-là puissent grandir dans ces conditions. Mais si ce n'est pas un mariage décidé, voulu, préparé, et que vous entrez en mariage parce que vous êtes grand, parce que les parents demandent, vous allez commencer par vous comporter d'une manière que vous avez vue quand vous étiez jeune. Peut-être ton père... On replique les mêmes schémas. Voilà, ton père criait sur sa femme, et sa femme était... docile. Donc tu vas vouloir pour toi, c'est la meilleure manière. C'est comme ça qu'on gère une femme. Tu vas voir là. Il faut la taper. Si elle ne sait pas pourquoi tu la tapes, si toi-même tu ne sais pas pourquoi tu la tapes, elle le sait. Voilà. C'est la philosophie de certaines personnes. Tu vas vouloir reproduire la même chose. Parce que c'est ça que tu as vu faire. Et si aujourd'hui, toi, ta femme ne réagit pas de la même manière, c'est comme si elle n'est pas obéissante. Et là, c'est important que vous deux vous discutiez pour voir le passé de chacun.
C'est très important parce que nous sommes blessés émotionnellement dès notre enfance. Nous parlons des enfants aujourd'hui. Oui. Ce qu'ils vivent, ils vont le reproduire plus tard. Et donc, il faut qu'on fasse attention pour qu'ils ne gardent pas des séquelles de leurs blessures. Parce qu'en grandissant, ils vont porter des masques. Ils ne vont pas révéler réellement ce qu'ils vivent. Mais l'enfant va vouloir se comporter d'une manière pour qu'on puisse l'apprécier. Alors qu'au fond de lui, il y a des choses qui se passent. Il y a un conflit interne qu'il gère. Alors que la cause, c'est depuis son enfance, par exemple. C'est clair. Je prends le cas d'un enfant qui est élevé dans une famille polygame et qui a vu le comportement des femmes. Et quand il grandit, pour lui, les femmes sont mauvaises. C'est ça, parce qu'il n'a vu que commérage, des relations entre les femmes et autres. Donc, il aura une idée négative sur la femme. Donc, sa relation avec toute femme sera guidée par cette réalité qu'il avait vécue. Et il va poser des actes qui vont blesser l'autre. Et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Je donne aussi un autre exemple. J'ai travaillé dans une institution scolaire et un enfant était très brillant. Premier, deuxième trimestre, il n'a pas eu sa moyenne. Quand il n'était pas là, il n'a pas composé ou comment? Il a composé, il a tout fait. Et le directeur a constaté que l'écart était trop. Il a appelé dans son bureau. Il dit, pourquoi tu n'as pas... Et les larmes commencent à sortir. On l'a laissé pleurer pendant un temps et il dit, papa a demandé à maman de quitter. Le fait que papa réagisse de cette manière-là a influencé l'homme, le petit, et il disait, il va trouver des moyens pour attirer votre attention. Il n'a plus travaillé. Peut-être pour que vous puissiez rester ensemble. Voilà, il a besoin de vous deux pour grandir. C'est parce qu'il travaillait, on a senti qu'il y a un problème. Si c'est permanemment que ça se passait et il ne travaillait pas, nous on ne saura pas. C'est clair. Donc il y a de ces cas comme ça que les enfants vivent et nous devons nous préparer pour les accepter, les encadrer dans nos familles. C'est ça. Et moi je veux des cas, oui. Un point assez important que je voudrais ajouter ici, c'est notre incapacité dans nos milieux. Je ne veux pas dire sous nos cieux, disons-le ici, notre incapacité à dialoguer, à communiquer franchement avec les enfants avant et après les conflits. Comme il a dit, il n'y a pas de couple sans conflit. Ça n'existe pas. Par contre, que l'enfant y ait assisté ou pas, il est important de clarifier les choses dans la tête de l'enfant à un certain moment. Venez lui parler des problèmes des grands. Non pas de lui donner les détails, mais lui faire comprendre que tu aurais entendu ou tu aurais remarqué que ces derniers temps, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Ce n'est rien, t'en fais pas. La vie continue, on est toujours ensemble. Ou bien, il se peut que l'enfant, comme il a dit, lui, il garde en tête que papa a demandé à maman de s'en aller. Mais il ne sait pas le fond de la discussion. Peut-être qu'en fait, il n'a pas... Ce n'est pas... C'est pas quitte la maison, c'est pas quitte le foyer. Il y a une manière de parler, il y a certaines choses qui ont été dites, mais l'enfant n'a pas retenu les détails. Il a retenu juste cette phrase-là. Il a isolé une phrase du contexte et puis voilà. Il réagit par rapport à ça. Il est donc important de discuter avec l'enfant. L'enfant peut vouloir poser la question. Il va se rapprocher d'un des deux parents et il va poser la question. Papa, la dernière fois, vous étiez en train de vous chamailler, tu veux que vous allez divorcer, tu veux que maman... Oh, dans l'énergie, voilà, c'est les genres de réactions qu'on fait. Voilà, et c'est ce manque de communication-là qui crée justement cette spirale d'événements néfastes derrière. Il suffisait juste de prendre le temps
d'écouter et de clarifier la situation avec l'enfant. Tu as entendu ça? Non, c'est rien, t'inquiète, maman et papa et moi, on est ensemble, etc., etc., puis c'est bon. Mais on n'a pas cette culture-là. Déjà, est-ce que l'enfant peut aller dire que je t'ai entendu dire ça? Les enfants, à un certain âge, de manière innocente, ils posent les questions. À un certain âge, bien sûr. Ils posent les questions. Oui. Mais c'est nos réactions qui les bloquent et les empêchent maintenant de continuer. Parce que leur curiosité les pousse à poser les questions naturellement. Bien sûr. Mais après, maintenant, bon voilà, on les bloque, on les coupe et du coup, bon ben voilà, il vit avec des préjugés, il vit avec ses propres... Il y a des situations pour lesquelles lui-même il a les réponses déjà, alors que ce sont de fausses réponses, c'est ça. Je vais parler de différents cas que vous avez rencontrés. Quoi. Oui. Au-delà des échecs scolaires, vous voyez juste à quel point la situation dégénère. C'est sur l'éducation même, c'est sur la perception de soi, la personnalité, la construction du moi-même de l'enfant. Aujourd'hui, on reçoit des adultes qui, malheureusement, ont vécu des situations comme ça non gérées. Moi, j'ai reçu un couple avec leur enfant qui a naturellement bien commencé, grandissait bien. À 5 ans, il avait déjà acquis la propreté, il faisait plus pipi au lit et tout. Et puis, une dispute est arrivée, maman a été victime de violence. L'enfant a été témoin du fait que papa battait maman. Et il a posé la question et son papa lui a répondu: si tu n'écoutes pas, c'est comme ça que je vais te traiter aussi. Et en fait, il se plaignait du fait que pendant 2 ans, il faisait plus pipi au lit et puis du coup, il commence à refaire pipi au lit. C'est ce que nous appelons régression psychologique. Donc, cette régression-là, l'analysant, on s'est rendu compte que voilà l'élément déclencheur. Parce qu'à partir de ce moment-là, il ne trouvait, l'environnement était devenu insécurisant. C'est clair. Pour lui. Si jamais je fais une faute, c'est comme ça, on va me traiter. Mais bizarrement, quand l'enfant sort de la maison, va en vacances pendant les congés, il pisse pas. Il pisse pas. Ça voudrait dire quelque chose. Voilà. Donc, c'est des situations comme ça. Et cet enfant-là, moi, je l'ai reçu à 29 ans. Je l'ai reçu à 29 ans devant une situation, une difficulté à tenir dans des relations affectives. Il dit, mais je prends ça, marche pas, je prends ça, marche pas, je prends ça, marche pas. Est-ce que c'est moi le problème ou bien c'est les femmes? Heureusement qu'il s'est posé la question. Donc, il a fait le tour et puis il est venu consulter. Et quand on faisait un peu l'anamnèse, tout ce qu'il a marqué et tout par rapport aux femmes, et il dit, j'ai peur de devenir comme mon père. Si moi aussi je prends une femme et que... Et quand est-ce que ça casse? Ça casse à partir du moment où il y a une dispute. Il se retient pour ne pas être violent. Et puis après, c'est fini. Il ne peut plus continuer. S'il n'a pas pu exprimer cette violence-là, c'est fini. Il a peur d'exprimer la violence physique qu'il a vécue. Donc, il préfère arrêter la relation. Parce qu'il ne veut pas prendre le risque de... Voilà, d'aller plus loin. D'aller plus loin. Si on voit des donc, choses comme ça crée des choses, même au niveau d'une décision adulte, à prendre plus tard. Bon, il y a beaucoup de situations. Oui. Aujourd'hui, même dans les couples, on va évoquer certains problèmes qui ne sont pas des problèmes. Mais c'est parce que, quelque part dans l'enfance, on a vécu ça, on croit que la personne qui est devant moi va faire comme. Oui, on anticipe, on pense qu'on se protège comme ça. On anticipe. Ça, on connaît déjà. Et on n'est pas prêt pour écouter, pour comprendre. Et ce petit malentendu va créer des problèmes et qui va influencer toute la famille. Toute la famille. Je me rappelle aussi au niveau de l'école dont je vous parlais, une maman qui était venue parler du cas de son enfant qui ne travaillait pas. Et elle ajoute, ne lui dites pas que c'est moi qui suis venu. Comment l'enfant peut avoir peur de sa maman? Ou sa maman devait avoir peur de l'enfant comme ça? Ah, ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Forcément. Et là, on doit creuser. On veut aider l'enfant, mais on veut comprendre ce qui ne va pas. Il faut aider la maman aussi. Il joue le rôle de l'autorité à la maison. Et la maman a peur.
Purée. Qui paie les collèges? Je demandais simplement qui paie les collèges. C'est la maman qui paie. Et il y a problème, et elle vient, mais ne dites pas que c'est moi. Pardon, faut pas lui dire. Tu as peur de ton enfant, c'est pas normal. C'est ton enfant. Donc, il parlait de ce cas où on doit organiser des discussions à la maison. Que l'enfant ait le courage de te poser des questions et que tu aies aussi le courage. Mais malheureusement, quand mon petit à 5 ans déjà te pose la question comment on fait un enfant. Voilà, il faut... Attention, quand il ne t'entend plus répéter ces voilà, il faut trouver l'occasion pour... de réaction qu'on on n'est pas préparé pour ça. C'est pour cela que je dis on n'est pas préparé. Allez, merci de réagir. Un instant, je reviens à vous. Merci de réagir sur la page Facebook de l'émission. Si vous avez des commentaires à faire, renvoyez vos commentaires. Vous êtes tous en train de corroborer tout ce que les invités au plateau ils disent. Un enfant qui vit dans un environnement de tension familiale, ça peut lui porter préjudice. Les parents devraient faire l'effort de ne pas montrer leur désaccord aux enfants. Pour une bonne éducation, il faut une certaine atmosphère propre à l'éducation, car tout ce qui se passe autour de nous agit d'une manière ou d'une autre sur notre éducation. Voilà, merci de réagir, de partager vos témoignages également avec nous, ça peut toujours édifier. Madame Sylvie Vincent de l'association La Touche, vu qu'on n'a pas teinté, je vous précise simplement que nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'échec scolaire que nous, parents, programmons depuis la maison pour nos enfants, parce que nous laissons nos enfants payer pour notre orgueil. Nous ne le savons pas du tout. Madame Sylvie Vincent de l'association La Touche, j'avale les mots, je vais être rassasiée bientôt. Vous vouliez nous dire? Je voulais juste dire, le manque de communication, surtout dans la société africaine, est assez alarmant, parce que souvent, on a des enfants qui développent le journal, en fait, le phénomène du journal intime. Oui. Parfois, au lieu de parler aux parents, vous avez des enfants qui écrivent et qui développent leur journal intime. Et vous avez également des enfants qui fuient la maison, si je peux le dire comme ça. Soit fuir après les études. Ils peuvent rester chez des camarades. Non, en fait, qui ont rate de quitter la maison. Ok. D'une manière ou d'une autre. Trouver un petit boulot, pouvoir se prendre en charge, alors s'accrocher à un garçon. Voilà, rentrer dans des mariages pendant qu'ils ne sont pas prêts. Voilà, c'est juste tout pour rentrer, partir de la maison. Rentrer dans des relations, ils ne sont même pas prêts parce qu'on est en manque d'affection, bien parce qu'on a juste besoin de quitter ce cadre-là. On a envie de... Parfois, bon, quand c'est positif, bon, est-ce qu'on peut dire ça positif? Je ne sais pas, mais disons que c'est positif. Parfois, ça crée des déclics. Dire, ok, je vais juste avoir mon diplôme, mon bac, et quitter ce foyer. Ça travaille à fond. Oui, mais c'est entre guillemets, je l'appelle. Au moins, c'est un bon carburant. Parce qu'il y a toujours, derrière, il y a quelque chose de caché derrière. Ouais. C'est vrai, j'ai eu mon bac. C'est vrai, je vais quitter la maison pour aller à l'université. Mais derrière, à l'intérieur, il y a les séquelles qui agissent. Non, on a le diplôme, les aptitudes techniques, mais les aptitudes personnelles, ça manque, ça va réjaillir forcément. Exact. Dans la vie. Hein. Monsieur le psychologue, il acquiesce. Oui, tout à fait. Il y a des moments où le manque de communication, l'enfant, puisqu'il en a besoin, il va chercher sa vérité à l'extérieur. Et quand les parents ne sont pas capables ou n'arrivent pas à dire la vérité de la famille, à dire, parce que le modèle, c'est les parents. Mais quand les parents ne peuvent pas dire, voilà la voie, voilà ce qui est, l'enfant, il va chercher, puisqu'il est curieux, il se pose des questions. Mais l'environnement de la maison fait qu'il a peur, il bloque sa curiosité, peut pas. Il va aller chercher à l'extérieur. Il cherche forcément la réponse. Et il va chercher, il va avoir des réponses, il va se faire des réponses. Et c'est ces réponses qui vont devenir sa réalité, qui ne sont pas les bonnes réponses. Et ça, c'est clair. Le souci de tout ça, vous savez, ça réside. Je vais utiliser un mot sauf respect, ça réside dans le niveau de culture des parents. Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est-à-dire que autant les parents sont, je ne parle pas de diplôme,
Je parle de cette capacité à... Il avait dit un truc au départ. Il faut qu'on programme la naissance des enfants et cette parentalité-là. Il faut qu'on s'y prépare. Mais ça, c'est pour le futur. Mais pour ceux qui sont dans le cas déjà... Voilà. Bon, n'empêche, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est clair. Entre le moment où on le découvre, jusqu'à ce que l'enfant vienne, jusqu'à ce qu'il grandisse, on a le temps de se rattraper. Voilà, de se préparer un temps soit peu. Or, justement, ce travail de préparation-là n'est jamais fait. Et le parent, justement, il ne se rend pas compte qu'il a un rôle de modèle. On n'a pas besoin de son diplôme ou de la classe, et on a besoin de sa présence et de sa capacité à être conscient de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il dit pour que ça n'agisse pas sur la personnalité de l'enfant. Peut-être que lui-même, il n'a pas eu ça. Le parent en question, il a un déficit à la base, il n'a pas eu des parents qui lui ont passé ça. Donc, il faut que répliquer le schéma. Je vous conte ici le cas d'un jeune homme qui, je fais court, en voulait à sa maman. Mais il lui en voulait grave, parce que pour lui, c'est sa maman qui est la cause de la séparation de ses parents. Et lui, il déifie son papa. Parce que, d'abord c'est son papa, et puis ensuite parce que son papa lui aurait promis, après ton bac, tu vas aux États-Unis. Or, la séparation fait que le papa est parti rester au Ghana, et du coup, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc c'est maman qui a fait que lui ne va pas aller aux États-Unis. C'est maman la cause de tout ça. Super. Du coup, qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il n'y a pas plus voyou que lui. Il n'y a pas plus voyou. Puisqu'il n'y a plus aux États-Unis en ligne de mire. Lorsque finalement je l'ai récupéré, il a réussi dans une école de plus de 350 d'effectifs. Il a réussi à avoir dans sa poche le comité des élèves, major général, tous les majors, et il leur fait faire ce que lui veut. Du coup, quand il le décide, c'est rébellion générale dans toute l'école. Ah, quel leadership, quel charisme. J'ai dit, mais tu dis, tu veux aller où? Aux États-Unis. D'accord. Ton papa est où? Au Ghana. Super. Est-ce que tu as un cahier d'anglais? Est-ce que tu suis les cours d'anglais? Non. Il n'est jamais là. Dis, mais tu vas aller parler quelle langue aux États-Unis? Avec ce que tu as déjà comme capacité de leadership, tu penses que tu pourras chômer quand tu vas aller aux États-Unis? Mais pour y aller, il faut que tu parles anglais. Commence au moins pas suivre les cours d'anglais et puis après on verra. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Le fait est que lui, tout son problème, il était focalisé sur le fait que c'est sa maman qui a tout fait. Finalement, lorsque j'ai parlé avec la maman, en fait, le petit, il avait tout faux. C'est clair. L'histoire était complètement différente. C'est parce qu'on n'a pas discuté avec lui. Mais la maman ne savait même pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'enfant était devenu compliqué, difficile, voyou, violent, hors de la maison, il n'est jamais là. Et médiatiquement, quand on l'a appelé, c'était après 10 000 difficultés qu'elle a pu venir. Elle dit, mais, que tu le veuilles ou non, c'est ton enfant. Et tu as le devoir social de t'en occuper jusqu'au bout. Parce que s'il devient brigand, on va t'enfermer d'abord avant de le chercher. Il faut qu'on commence par là. Il faut qu'on commence par enfermer les parents des enfants brigands avant d'enfermer les parents. Il faudrait les trouver, tiens. Si on les trouve. Oui. C'est ça. Et voilà quoi. Vous en savez quelque chose par rapport au boulot que vous frottez avec eux tout le temps. Ils deviennent en conflit avec la loi. Ils sont en conflit avec la loi, ils se retrouvent en détention et c'est ces mêmes parents-là qui viennent se plaindre. Non, en fait, s'ils viennent, il y en a qui viennent. Qui les jettent là-bas. Voilà, qui se désengagent, comme on venait de dire. Alors que c'est eux qui ont créé tout ça. Oui, ils ne sont plus responsables. En fait, on les cherche. Je me rappelle, moi, personnellement, à Zémédjan, j'étais sur une piste pour aller chercher des parents, bien des membres de famille d'un détenu. Et c'est difficile parce que c'est comme si juste les parents ne veulent plus entendre parler de cet enfant, quoi. Non, comment est-ce que dans notre famille on peut avoir un enfant comme ça? Je dis que personne dans la famille n'est aussi rebelle que lui. Il a appris ça ou a volé ou a cassé ou a menti. J'ai jamais été, je suis le meilleur. Mais comment, c'est ça comme vous le dites. Comment je peux devenir à un élève? C'est sûrement sa maman. Ou bien la maman dit c'est sûrement le papa. Encore là, les mots qui blessent. Encore là, les mots qui traumatisent. C'est la maman, c'est le papa, c'est la maman, c'est le papa. Alors que c'est nous qui créons ça. Exact. C'est pas quel mécanisme est-ce que le bon Dieu a fait que ça doit se dérouler comme ça.
Ils sont créés, ils sont eux, les parents sont eux ou bien? Non, mais il y a un système qui fonctionne, il y a un programme qui fonctionne. Il faut qu'on prenne conscience que nos manières, nos comportements parentaux créent des programmes. Bon, je ne sais pas si c'est le français facile pour tout le monde. C'est de la programmation informatique, c'est le langage Python, hein? C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Hein? Non, j'aurais bien aimé faire l'émission en vernaculaire. Pardon, ce que vous avez dit là, il faut dire ça, un petit crochet, on va voir. Non, il faut faire un petit crochet en vernaculaire, on va voir. Une que le bébé milanyari. Les kémis où on a dodo da miabe viobo, les kémis antomi nona miabe son de débat gbero la rue mea. Et nana be de vio diaglo schéma. Ouais. Vous s'en sortiez pas en vrai. Voilà, miabe nous o dona ndedo de vio ba gbero no di ke nibe e nous ala no odole wa ba gbemi. Kakasoïda. Non, pour ceux qui ne parlent pas lever, je suis désolé, je ne pourrais pas traduire en Kabylie, ni en Moba, ni en Bassar, ni en autre chose, mais bon. Oui. Non, mais ce programme est fondamental. Qu'on prenne conscience qu'il y a un programme. Ce n'est pas le bon Dieu qui fait. Bon, des fois, on se disculpe en disant le bon Dieu, mais ce n'est pas notre responsabilité entière dans cette histoire-là. On fait des informations, nous faisons des programmes, nous créons des logiciels qu'on installe dans les enfants. Donc, c'est fonction du logiciel qu'on aura installé en l'enfant qui travaillera. Voilà. Même les mots, Madame Sylvie parlait des mots qui blessent. Effectivement, il y a des mots que les enfants traînent toute l'estime de soi. Quand on prend au niveau de l'estime de soi, moi je reçois souvent des personnes qui, c'est un seul mot qui a tout bloqué. Hein. Il y a une dame qui m'a dit, mais nous on était des enfants de plusieurs femmes. Et nous, les enfants de notre maman, notre papa disait que nous, on est les moutons des Fiora. Comment on appelle Fiora en français? L'État. Oui. Et bien, Fiora avec bon, bien mini. C'est-à-dire que quelqu'un va venir vous chercher quoi. Le public. Donc, c'est les biens publics. Le papa n'en prenait pas sur quoi. Il dit, les filles, ces filles, non, que Amélie va clore quoi. Non, on en rit, mais c'est très sérieux. C'est sérieux. C'est pour ne pas pleurer, quoi. Bah, c'est clair. C'est sérieux. En plus des paroles dévalorisantes, il y a aussi la négligence. Soit c'est qu'on infiltre ces paroles-là qui piquent et qui restent, ou bien alors c'est qu'il y a cette négligence, il y a cette indifférence-là. Surtout dans le cas des familles nombreuses, le papa ou la maman, surtout les papas, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est juste qu'il est indifférent. Il s'en fout. Tout le monde est transparent en fait, c'est lui seul qui passe, il va personne. Voilà, il s'en fout. L'enfant est malade, c'est pas son problème. L'enfant a mangé, c'est pas son problème. L'enfant a appris, c'est pas son problème. Il a échoué, c'est pas son problème. Donc l'enfant est là, il se dit bon ok, quelque chose que je fais, lui il s'en fout, il ne dit rien, donc je fais ce que je veux. Bah, il est désorganisé, il n'a pas de repère l'enfant. Et ça aussi, c'est une autre forme de violence. En ce sens que cet enfant-là, comme on l'a dit, va rechercher de l'attention, va rechercher de l'affection ailleurs. Et fera tout pour ça. Il fera tout pour ça. Et tout, c'est tout avec T majuscules, quoi. Allez, au niveau des enfants avec lesquels vous travaillez, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils attirent l'attention sur eux? Racontez-nous, parlez-nous de certains cas de... on peut dire waouh, c'est compliqué, mais il faut qu'on sache que nous pouvons pousser les enfants jusqu'à ces extrêmes-là. Oui, les enfants peuvent être poussés à l'extrême. Permettez-moi d'abord de dire que ce dont nous parlons ici ne concerne pas seulement une certaine catégorie de la société. Ça ne concerne pas seulement les pauvres ou les riches. Voilà. Parce que personnellement, j'ai le privilège de côtoyer les deux bords. J'ai le privilège de côtoyer les enfants des riches et les enfants des pauvres au niveau de la brigade. J'en ai déjà vu, si je peux me permettre, ces enfants des riches qui ont ces problèmes-là. J'en ai déjà vu des familles, les enfants des riches, vraiment des riches, je veux dire les gens qui traitent des millions. Et ça ne va pas, tout simplement, on s'est rendu compte qu'à la maison, il y avait un souci. C'est pas parce qu'il y a le décodeur que l'enfant a sa chambre, qu'il est climatisé, qu'il y a le frigo est plein, qu'il y a le chauffeur pour l'emmener à l'école, le répétiteur qui va à la grande école. Donc c'est pas ce qu'il fait. Non.
Non. qui fait réussir. Non. Il peut y avoir des répétés dans toutes les matières à la maison, mais ça ne marche pas. Yeah, c'est ça. Et pour en revenir à votre question, qu'est-ce qui amène les enfants à la brigade? Jusqu'à quel extrême ils réagissent? Il faut dire, à la brigade, nous avons des enfants, en général, entre 13-14, jusqu'à 17 ans. Une fois, j'en ai eu de 10 ans. C'était... Dieu merci. Ans? Oui, il était âgé de 10 ans. Il a fait quoi? Il avait volé. C'était du vol. Mais il faut dire qu'il n'avait pas, on ne l'avait pas laissé durer. C'était pour le corriger rapidement. Oui, c'était pour le corriger. Mais tout de même, vous savez, ce sont des milieux où lorsque vous mettez pied, foutu, ça laisse quelque chose. C'est foutu. Oh. Yeah. Et d'où, je voudrais aussi avancer l'âge du questionnement. L'âge du questionnement de l'enfant. Il arrive un moment dans la vie de l'enfant où il se pose des questions. Voilà l'enfant, nous avons à la brigade des enfants qui ont volé, nous avons qui ont fait des viols. Il y en a aussi, les viols. J'en ai également connu qui ont eu des meurtres. Oui, qui ont poignardé, qui ont tué des enfants il y a des crimes. Voilà, jusqu'à quel niveau ça monte. Lorsque l'âge du questionnement n'a pas pu ramener ses enfants à la raison, ou bien l'âge c'est un peu ça que je peux le dire comme ça, le déclic ne s'est pas opéré assez tôt, ou bien avant le pire, si on peut le dire comme ça. Oui, ça peut aller jusqu'à l'extrême. Quand vous fouillez dans leur vécu, est-ce que le dénominateur commun pour eux, pour la grande majorité, c'est les problèmes à la maison? Au niveau de la brigade, j'en ai de tous bords. Il y en a, malheureusement, qui sont concernés par le sujet dont nous débattons aujourd'hui, les problèmes conjugaux, les disputes des parents, oui, il y en a. Alors, on sait que l'enfant, il a besoin d'un environnement, comme on l'a dit, serein pour un développement harmonieux, tout ça. Mais alors, les enfants ne vont pas prendre en même temps les parents en otage. Quand ça ne va pas, est-ce que c'est permis de se séparer pour le bien de l'enfant aussi, non? C'est encore grave. Hein? C'est encore grave. Quelqu'un avait dit, l'enfant peut être difficile, c'est ton enfant. Non, pas se séparer de l'enfant. Hein. Les parents, les deux parents se séparer pour le bien de l'enfant, parce que si on est ensemble, tant d'étincelles qui lui nuisent. Nous avions dit quelque part que nous sommes des modèles pour les enfants. Donc nous deux, nous sommes ensemble pour mener une certaine vie, donner une certaine vision à l'enfant. Et si nous nous séparons, parce que c'est nos problèmes en couple qui font que nous n'arrivons pas à encadrer les enfants. Et si on se sépare, est-ce que ce sera mieux? Parce que l'ONU a constaté que plus... C'est une fuite de responsabilité. Bien sûr. Le rapport de l'ONU en 2007 montre que le taux des familles monoparentales augmente. C'est entre 15 et 20% maintenant de la famille. C'est trop. Le travail que deux personnes doivent faire, on laisse ça à une personne. Ça ne sera pas bien fait. Quelle que soit la volonté et les moyens de la personne. Une seule personne ne peut le faire. Donc, la séparation, ce n'est pas la solution. Il avait dit la programmation que nous faisons. Il faudrait que nous arrivions à accepter que c'est nous les parents qui, en 80%, causons ces difficultés à nos enfants. Si nous sommes conscients de ce fait et que nous évitons de poser certains actes, par exemple, insulter l'enfant, il est bête, toi tu ne peux rien faire, tu ne peux jamais arriver, tu programmes. Ça, il ne va pas arriver. Pour les croyants, c'est comme tu fais la prière. Tu maudis l'enfant. Ça va arriver. Ce n'est pas l'enfant, c'est toi qui as programmé cela et c'est arrivé. Non, pas. Malheureusement, on n'est pas conscient de ça aussi. Donc, la séparation, moi je dirais que ce n'est pas bon pour l'enfant. C'est non. C'est maintenant à nous d'être conscients que ce que nous sommes en train de faire a un effet. Il a dit, c'est le plus souvent nous ignorons.
Maintenant, soyons conscients que ce que nous sommes en train de faire a une influence sur l'enfant, que ce soit positive ou négative. Allez. Et corrigeons. Je répétais à un enfant qui, à chaque fois qu'on aborde un sujet sur son papa, s'irrite. J'ai cherché à comprendre les raisons, mais je n'ai pas pu. Résultat, l'enfant a échoué à la fin de l'année, bien qu'ayant 3 répétiteurs. Ce n'est pas une affaire du nombre de répétiteurs, comme on l'a dit tantôt. C'est une affaire de... voilà, c'est une affaire de... C'est pas une affaire de... On devrait discuter avec les parents. Avec les parents. Oui, en aparté. Se dit, je constate que... Il faut mettre la bouche dans cette affaire, parce que ce n'est pas pour les parents, c'est pour l'enfant. L'enfant qui est appelé à devenir citoyen demain. Au-delà, en plus de l'apport de monsieur Arion ici, concernant la séparation possible des parents, moi je dis une chose. Vous savez, un bon couple, c'est un couple dans lequel les 2 conjoints sont opposés. Là, je vais tout dire. Un bon couple, c'est un couple dans lequel les 2 conjoints sont opposés. Ah ouais. Si, attention, opposés, parlant des tempéraments. Parlant des tempéraments. Si vous avez tous 2 le même tempérament, on est parti pour un couple un peu compliqué. Or, il se passe qu'aujourd'hui, la plupart des couples qui, justement, font séparation, voilà, c'est-à-dire on refuse. C'est de chaleur. Non, ce n'est même pas de chaleur. Okay. C'est beaucoup plus de l'ego. Oui. C'est toujours de l'ego. Oui, c'est-à-dire, oui, bien sûr, c'est l'ego. Moi d'abord. Non. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que ce soit moi. Il faut que ma parole parle. Il faut que tu fasses ce que j'ai dit. Alors que lorsqu'on est conscient du fait qu'on est opposé, appelé à se compléter, à un moment donné, il y a un qui va céder pour faire passer l'autre d'abord et après lui aussi passera. À tous les coups, c'est ainsi. Ça, c'est pour le couple. Et à partir du moment où le couple passe, en tant que parent, pour l'enfant aussi passera. J'ai dit quoi? Un enfant, naturellement, est joyeux. Parce qu'il sait qu'il y a cette sécurité, il y a cette stabilité-là. La stabilité vient d'où? La stabilité vient de cette complémentarité entre 2 parents qui sont naturellement opposés en termes de tempérament. Je sais pas si vous voyez. Donc, de les séparer, vous allez vous trouver une famille recomposée après, et c'est le même processus qui va encore recommencer. Et là, c'est des problèmes multipliés par... Bon, là, justement, ça va être encore plus compliqué qu'avant. Papa séparé, et peut-être des problèmes d'insertion avec la nouvelle famille, voilà. etc. Voilà. Ouh, c'est compliqué, on va pas faire là. Vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, sinon, je voulais te demander si tout ça, est-ce que les enseignants savent ça à l'école? Parce que c'est eux qui achèvent, ils mettent le coup fatal, terminé. Ils ne suivent pas. Mais par exemple, dans une classe où peut-être ils sont 100 et quelques, il n'a pas le temps de suivre tous les enfants. Et il a vite fait de cataloguer celui-là qui ne va pas au tableau parce que quand il vient au cours, l'enseignant, il préfère ne pas le calculer pour que le cours se passe bien. Il est indiscipliné, il ne travaille pas bien, etc. Il est marginalisé et ça ne marche pas. Et si l'enfant a la chance d'être dans un système où un enseignant, un encadreur s'intéresse à lui et qu'on cause avec lui comme ce que M. Ariagnon nous dit et qu'on décèle le problème, on peut l'aider à se relever. Mais ce n'est pas à tous les coups. Non, justement, ce n'est pas à tous les coups. Aujourd'hui, j'aime bien dire que c'est cette multitude, cette foison de soucis personnels qui crée ce nouveau métier-là qui court les rues aujourd'hui de coach par-ci, formateur par-là. Ce n'est pas parce que les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin qu'on prête oreille attentive à leurs soucis. Et en classe, justement, le schéma est le même. Le souci est que, comme vous l'avez dit, les enseignants, ou la plupart, n'ont pas justement ces prérequis-là pour savoir identifier les enfants à problème. Mais l'enseignant étant proche des enfants, et surtout les bons enseignants, étant souvent approché toujours. Quand vous êtes un bon enseignant, à tous les coups, vous attirez tous les enfants et surtout ceux qui ont des soucis, qui tout doucement, voilà, ils viennent pour vous prendre carrément comme le psy, le conseiller, le grand frère, voilà, donc ils vont venir déverser toute leur frustration, tout ce qu'ils n'ont pas eu, ils vont venir tout le temps vers vous. À vous maintenant de savoir tirer le vrai du faux, de savoir quelle information prendre pour poser cette petite brique-là qui va l'aider à se reconstruire. Je ne sais pas si vous voyez. Les enseignants ne sont pas tous outillés pour faire ce travail-là. Ceux qui sont de bons enseignants arrivent quand même à écouter jusqu'à une certaine limite.
Maintenant, quoi faire? Quelle remédiation par rapport à ça? Ça, par contre, voilà, c'est ça qui reste un petit souci. Mais aussi pas tous motivés. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Rapidement, vite fait. Et puis, il va à autre chose, C'est clair. Il ne faut pas me fatiguer. C'est clair. Déjà, on lui met 90 enfants, on lui met 90 copies, 90 carnets. Et puis, vous lui demandez encore. Là, non, et il a un programme à finir, des fiches à... Non, pardon, il ne faut pas me fatiguer. C'est cela, oui. C'est clair, c'est compliqué. Ça, c'est une réalité non négligeable. Hein. Mais qui est très important aussi. Il y a un professeur qui a manqué d'écouter un enfant. L'enfant est venu. Il dit, ah, j'ai mon cours, donc tu reviens après. Il est allé finir le cours après. Il a cherché l'enfant à l'école, il n'est plus là. L'après-midi, on dit que l'enfant s'est suicidé. Voilà, c'est ça. Donc, il y a de ces cas, les enfants ont besoin. Faisons attention. Voilà, faisons attention. Sachons comment accueillir ces enfants. C'est pour ça qu'on n'a pas la formation pour ça. Et les conditions dans lesquelles nous travaillons font que c'est difficile de jouer ce rôle. Rajouter ce rôle de on vient pour terminer le cours et ça s'arrête là. Mais il y a quand même ces petits points, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire ces petits signes. Il y a ces petits signes-là que les enseignants ou les acteurs du monde éducatif peuvent détecter chez un enfant qui a des soucis, un enfant qui vit dans une situation compliquée. Je pense que Prudence peut dites-nous, Prudence, oui, dites-nous, on est enseignant ou bien on est camarade d'un enfant, qu'est-ce qu'on doit guetter chez un enfant? Peut-être qu'on le connaît, on voit que les résultats s'appuient du nez, ou alors peut-être qu'on ne le connaît pas du tout, mais il a un problème avec lequel il vient nouvellement. Comment on sait? Avant même que l'enfant ne vienne avec un problème, quand on est en classe avec l'enfant et qu'on sait un peu comment il réagit et que sa réaction n'est plus la même avec le temps, on sait si il est bien, comment il taquine, comment il participe, mais que ce n'est plus le même, déjà il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller pas en termes d'interdiction, en termes de règlement, en termes de sanctions, mais en termes de « je veux comprendre ». Je ne veux pas te juger, juste écouter. Je veux comprendre. Donc, il y a une manière d'aborder. Les enfants nous fuient des fois parce qu'ils nous voient en parents, ils nous identifient à leurs parents qui les jugent, qui les blâment, qui les sanctionnent. Et quand nous, enseignants, nous nous positionnons aussi comme cela, évidemment, c'est fini, le repère est perdu. Donc, s'il y en a un qui arrive à interpeller quelqu'un parce qu'il a remarqué une situation anormale dans son comportement, donc ça voudrait dire qu'il y a un effort à faire pour connaître l'enfant et savoir que lui, habituellement, il n'est pas comme ça. Lui, s'il est comme ça, c'est qu'il comprend le coup. Lui, s'il est comme ça, c'est qu'il ne comprend pas. Mais cet effort-là, cet outil-là, pour savoir détecter ça, est-ce qu'ils les ont? Monsieur Bonnet parlait de bons enseignants. Bon, il y en a de très bons qui ne sont pas forcément allés chercher ça à l'école, mais qui ont ça naturellement. Mais en réalité, la formation d'enseignant devait permettre à un enseignant de développer cela. Ce qui manque un peu. Voilà. Ce n'est pas que des enseignants, c'est des éducateurs. Tout à fait, le mot est lâché. Il avait dit tout au début de l'émission que quand l'enfant commence par avoir des problèmes, il va adopter un comportement pour vous le faire savoir qu'il a besoin de votre attention. Il fait tout pour vous attirer. Que ce soit le professeur, que ce soit les parents à la maison, nous devons faire attention à ces signes. Il ne faisait pas ça avant, il commence pas à faire, donc il y a un problème. Tu peux prendre ton enfant, si c'est ton enfant, sortir, aller prendre de la crème quelque part, discuter d'autres sujets, le ramener à avoir confiance et petit à petit, il va commencer par te dire certaines choses. Donc il faut créer le cadre. S'il y a problème entre couples, c'est parce qu'il n'y a pas confiance. Parce que la jalousie et autres, la mal gérée, c'est parce que nous n'avons pas confiance. Même si l'enfant n'arrive pas à venir vers vous, c'est qu'il n'a pas confiance en vous. Donc il faut créer ce cadre pour que l'enfant puisse
avoir confiance en vous et vous dire tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit. Vous allez l'aider. Mais c'est gangréné, quand c'est gangréné déjà, quand c'est-à-dire que la situation dure déjà, on commence par où? On tient la corde par où? C'est-à-dire que comment on commence par où? C'est vous qui aidez à gérer les conflits, là. Il faut nous dire. Si la première étape, c'est d'être conscient du fait déjà qu'il y a un problème. Et donc, si c'est dans le couple, vous deux, vous vous asseyez pour discuter. Ça, c'est assez compliqué. Vous asseyez pour discuter. Et si vous n'arrivez pas, vous demandez de l'aide. Tous ceux qui se marient, il y a le témoin à la mairie, il y a les parrains à l'église, et il y a les parents. Il ne faut pas aller directement chez les parents, parce que l'amour... Il y a toujours il faut qu'ils donnent des conseils, pas toujours objectifs. Voilà, les conseils ne sont pas objectifs. Donc, il ne faut pas aller directement là-bas. Si vous êtes conscient de là, asseyez-vous d'abord, discutez. Si vous n'arrivez pas, faites appeler quelqu'un pour vous assister. De deux, redéfinissez vos relations. À partir de cette émission, les parents savent maintenant que nos comportements conflictuels influencent nos enfants dans leur étude. Donc, à partir de là, ils créent un moment pour discuter. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que même l'éducation de l'enfant pose problème aux parents. On dit, mon enfant doit aller à l'école privée. Monsieur dit, non, c'est l'école publique, je n'ai pas les moyens. Et à un moment donné, la maman force, on envoie l'enfant, au cours de l'année, on n'arrive pas à payer la scolarité. On chasse l'enfant. C'est lui qui est traumatisé. Donc, on doit redéfinir tout. Et maintenant, quand les deux parents s'entendent sur un minimum, il faut appeler l'enfant pour lui expliquer. Ce qui s'est passé, qu'ils ont compris, il y a des choses qui sont passées qui n'ont pas aidé cet enfant-là, et lui dire, à partir de maintenant, vous voulez recommencer ensemble à vivre une certaine vie, donc de ne plus vous cacher des choses. Vous aussi, vous allez faire un effort pour, à chaque fois, quand il aura besoin de vous, il faudra lui accorder peut-être le temps de s'adapter, parce qu'on peut avoir fait cette discussion, lui dire ça, et au bout d'une semaine, 2 semaines, il pose un acte, on dit, ils sont comiques, non, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas changer. Il faut un contrôle. 2-3 semaines après, vous voyez si ce que vous avez dit, est-ce que l'enfant commence pas à avoir confiance en vous? Vous devez le savoir dans ses actes. Qui n'a pas confiance, c'est vous deux d'abord. Vous dites, comme on lui a dit la fois passée, on ne sent pas que... donc, vous changez vos méthodes aussi. Et il faudrait que vous deux, vous entendez. Sinon, les enfants sont très malins. Ils vous exploitent. Papa dit quelque chose, il n'est pas d'accord, il va voir maman. Et maman... Les prises de position, voilà. Par rapport aux les enfants sont très habiles dans ce cadre-là. Donc, faisons attention pour que cela n'arrive pas. Dire aux parents de ne pas exploiter des enfants pour faire le chantage, pour avoir le capital sympathie de l'enfant. Tu descends peut-être l'autre parent, toi tu racontes des choses sur l'autre. On l'utilise pour se venger, mais ça ne sert pas à l'enfant. C'est vrai. Ça, c'est carrément vicieux. Oui, mais ça se passe. Hein? Oui, mais ça se passe. C'est une réalité. C'est une réalité. Et dans des cas comme ça, vous construisez un enfant qui est totalement déséquilibré. Vous construisez un futur adulte qui va vivre une vie, mais alors là, très compliquée avec les autres, qui va vivre des relations, je sais pas moi, sans lendemain. Parce qu'il est toujours... Tout ça, c'est bafoué. Et puis surtout que celui-là lui dit ça, celui-là lui dit ça. C'est bafoué. Il ne va pas savoir ce qu'on appelle confiance à la base dans sa relation qu'il va vivre aussi après. Il y a un truc que j'ai dit tout de suite. C'est l'ego qui empêche les parents de mettre balle à terre. Alors que dans tout ça, là, le premier pas, c'est de mettre balle à terre. À un moment donné, j'ai reçu deux jeunes parents qui avaient un souci avec leur enfant. Et en discutant, je me suis rendu compte que les deux parents n'avaient pas l'habitude de causer. Déjà entre eux. J'ai dit, bon, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le monsieur, il voyage beaucoup, mais quand il revient, tu n'as pas vu ta femme pendant un bout de temps, il n'y a pas de causerie. Finalement, il me sort simplement qu'il n'a pas de sujet de causerie avec elle. Je dis, non, c'est pas possible. C'est cool.
Ils vivent ensemble, hein. Ils ont enfants même. Ils ont 2 enfants. Au moins, les enfants auraient pu être sujet de causerie. Hein. S'il n'y a pas de je t'aime, au moins les enfants. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Ouais. Vous avez vu tout ce qu'il vient de dire. Le processus de gestion de ce conflit-là, ça part de là. Si vous avez l'habitude de causer, vous aurez le réflexe de vous asseoir pour que tout le monde se calme et qu'on puisse discuter de manière mature et qu'on prenne le temps de se comprendre, de s'entendre, de se comprendre. Et puis, c'est quand on ne s'entend pas après cette étape qu'on demande de l'aide des autres. Voilà. Mais si on ne sait même pas faire ça à la base, c'est que... Bon. Alors, je parle de communication. Mais quand vous dites aux gens de communiquer dans le couple, il n'y a qu'un yatonema, de quoi on va parler? C'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas possible. Il y a toujours un millier de choses dont vous pouvez parler. Déjà, commencez pas à discuter de ce que l'enfant là va devenir, ce qu'on va en faire, comment on va faire pour qu'il devienne quelqu'un demain. Ça là, vous allez commencer à en parler de maintenant jusqu'à l'année prochaine à la même date, vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas encore fini. Voilà, il y a des sujets de discussion. Et sur la base de ça, vous êtes obligé à un moment donné de vous entendre. Vous êtes obligé de faire bas la terre. C'est-à-dire, au milieu de tout ce qu'il y a comme sujet de dispute, à un moment donné, on fait taire notre ego. On se dit, bon, des vieux tard, je vais quand même me calmer et pour qu'on voit ce qu'il y a lieu de faire. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un des points importants. Lorsqu'il a mis tout le processus de gestion de conflit, une des bases fondamentales, c'est ça. C'est qu'il faut que dans le couple, on apprenne à causer. On se parle. C'est très clair, oui, vous vouliez de mariage dont parlait M. Guignon. C'est ça, Madame Nissan. Je ne voudrais pas faire glisser le sujet, mais il y a ce que j'appelle peut-être les conflits par ego et les conflits, conflits entre guillemets par peur. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a, quand monsieur parlait tout à l'heure de la séparation qui n'est pas une solution, je me demande souvent, est-ce qu'il faille protéger les enfants lorsque parfois ça s'avère, la nécessité s'impose de protéger les enfants lorsque la violence peut-être s'amène? Est-ce qu'il faut regarder, est-ce que la séparation est la solution ou bien oui, rester là. Il y a aussi ce problème que nous avons en Afrique. Est-ce qu'on peut rester ensemble et puis excusez-moi, plus des enfants, hein? Personne ne se marie pour le divorce, surtout quand il y a des enfants, surtout en Afrique, hein? On le sait un peu. Mais lorsque, à un moment donné, il faut prendre une décision pour protéger l'enfant de la violence. N'oublions pas, l'enfant en général répète ce qu'il a vu, n'est-ce pas? Lorsque la violence s'impose et qu'une partie n'a pas la volonté de changement, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la séparation n'est pas forcément le divorce. Attention, nuance à ce point. En Afrique, on pense parfois que la séparation, c'est d'office le divorce. Mais je dirais que la séparation, c'est peut-être parfois le lieu de recul, de réfléchir, pour redéfinir les bases, pour recadrer certaines choses. Bien sûr, si la volonté est des deux côtés. Parce que lorsque la volonté ne vient pas des deux côtés, parfois, il faut protéger les enfants, je me dis, hein. Bon, c'est mon point de vue. Oui. C'est pas les uns et les autres peuvent intervenir. Oui, non, parce que M. Gagnon, je pense qu'il va avoir forcément un point de vue religieux. On se marie, on ne se quitte pas, on ne se quitte pas. Avant que je m'oublie, ce que madame vient de dire me fait réagir comme ceci. On a 5 minutes. Ok. Il y a que beaucoup de couples aujourd'hui se sont mariés, non pas par amour, mais par obligation. Mais pas obligation. Du coup, il y a un des deux qui est rentré dans la relation contre son gré. Pas de son gré forcément. Et du coup, il est dedans avec de la frustration. Et comme vous dites, à un moment donné, voilà, le fait de rester ensemble, il traîne cette aigreur-là, et dès la petite étincelle, ça devient un incendie. Dès le petit souci, ça devient la guerre mondiale. On peut se séparer pour aller redéfinir les objectifs. Est-ce que là, il faut se séparer ou bien... Peut-être qu'ils seront heureux chacun de son côté, on ne sait jamais, M. Gagnon. Bien, tel que Mme Messan l'a dit,
Se séparer, c'est une étape dans le règlement. Quand vous deux, vous n'arrivez plus. Vous allez entendre nos mamans dire, hein, c'est à cause des enfants que je suis resté. Aujourd'hui, les filles disent de moins en moins. Les filles ne veulent plus ça. Non. Les filles ne veulent plus ça. Nos mamans ont supporté des choses. Voilà. Pour les enfants. Il y a eu des investissements. Mais aujourd'hui, si vous avez à vivre ces conflits de façon permanente, vous êtes conscients, vous deux, qu'il y a des difficultés et que vous voulez régler, vous avez commencé, ça ne va pas, vous avez fait appel à des gens, ça ne va pas. Des fois, cette séparation pour un temps, parce que si vous êtes là, soit c'est des coups, et il faut éviter ces violences-là. Donc, on peut se séparer. Il arrive, on demande au couple, au Nyingbeo. Voilà, j'ai peur. Voilà. Et donc, vous qui allez faire le travail, vous jouez sur ces deux plans. Comment faire pour les regrouper? Il faut que l'homme ou bien la femme sache pourquoi l'autre là est parti. À l'écart. Et vous les amenez à découvrir ce qui posait des problèmes de façon permanente dans leur couple. Et donner les responsabilités de chacun. Donc c'est possible de se séparer pour régler. Se séparer, oui. Dans cette situation, il faut trouver le meilleur pour les enfants. Et maintenant, si se séparer, Dieu... Le meilleur pour les enfants, parce que l'ego fait que même dans cette séparation-là, quelqu'un va dire c'est moi qui garde ou rien. Ou rien. Sinon, et ça a dégénéré. Non, il faut qu'on traite. L'ego est à traiter, quoi. Oui, donc dans ce cas, s'ils acceptent de se séparer, comme la séparation comme une étape du règlement, ça irait de soi qu'ils acceptent que celui qui les aide, qu'ensemble ils définissent la meilleure position adoptée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils vont faire taire leur ego. Quand je parle de séparation, mais ce n'est pas long, ce n'est pas pour un longtemps pour discuter de qui va garder. Les enfants sont là avec quelqu'un. C'est un qui se retire un peu. C'est pas comme si on séparait les enfants en deux. Si c'est deux, toi tu prends, toi moi je prends. Non. C'est au niveau du divorce que cela peut... Oui, mais en même temps, la séparation, ça peut prendre du temps si ça ne prend pas vite. 6 mois, 1 an, ça peut. Oui, ça peut. Ça peut, c'est là oui, où mais c'est dans ces cas que c'est là où l'ego entre en jeu. Maintenant, il faut quand même, comme si on va obliger à vous marier, vous êtes frustré, vous n'allez pas vouloir facilement repartir à la maison. Peut-être vous voulez partir définitivement, mais vous ne le manifestez pas. Et celui qui traite le sujet va se rendre compte à un moment donné que vous ne faites pas d'effort. Donc on le laisse partir, hein, on n'oblige pas quelqu'un à rester dans une relation. On ne peut pas l'obliger. On va le conseiller. S'il ne veut pas. Mais maintenant, quand ils sont séparés, toujours dans nos gestes, dans nos actions, pensez à l'enfant. Toujours. C'est pas comme si toi tu gardes l'enfant, j'ai un droit de visite, mais pour te punir, pour te faire du mal, je ne viens pas visiter l'enfant. Ou alors, moi j'ai l'enfant et puis je ne veux pas te le faire voir. Parce qu'en fait, c'est pour te punir. On ne punit pas l'adulte. Monsieur le psychologue, confirmez-nous qu'on ne punit pas l'adulte, mais que c'est l'enfant qu'on punit. C'est l'enfant qui empathie. C'est l'enfant. On croit punir l'adulte, mais en fait, c'est l'enfant qui empathie. L'enfant a besoin des deux parents équilibrés. Même s'ils sont séparés. Même si la relation de couple est coupée, la relation de parents ne peut jamais être coupée. Il faut toujours penser à... Il faut toujours penser à l'intérêt supérieur des enfants. C'est dans ça j'ai assez apprécié. Il y a une femme, ils se sont séparés, c'est divorce. Mais à chaque fois, il dit, c'est votre père. Voilà. C'est clair. C'est votre père. Il faut ce qui arrive entre votre père et moi, c'est pas votre problème. C'est votre père. C'est clair. Donc ça, c'est important. Il voit les enfants et il aide les enfants à grandir sur l'autorité. Des fois, cette séparation dont nous parlons, tu vas voir des hommes violents, mais quand la femme quitte, il regrette. Il voudrait que quelqu'un l'aide à ramener, mais l'ego entre en jeu. Et donc, c'est ça. Il faut cette séparation pour pouvoir comparer que, quand elle est là, elle faisait des choses. C'est pas voilà. C'est au moment de s'asseoir qu'on reconnaît la valeur des fesses. Donc, bien sûr. Il faut des fois
se séparer les couples comme ça pour que chacun apprécie la valeur de l'autre dans sa vie, pour apprécier, voilà, si on continue ou bien si c'est pas la peine de continuer. Mais quel qu'en soit le cas, le message que nous avons voulu passer ce soir, aussi bien aux éducateurs à l'école qu'aux parents à la maison, qu'aux familles, c'est que les disputes, forcément, ça influe sur les enfants. Si vous avez un enfant aujourd'hui qui est compliqué à gérer, ses résultats scolaires ne suivent pas, son comportement, etc., etc., ne le blâmez pas toujours. Asseyez-vous, cherchez à comprendre autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas des soucis? Si vous êtes les parents, soyez un petit instant, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, juste envers vous-même, pas envers quelqu'un d'autre, pour vous dire, est-ce que ça ne peut pas être ça? Et puis, voilà, vous essayez de régler par là aussi, n'est-ce pas, chers amis, au plateau? C'est complètement ça. On va faire rapidement un tour de table, comme ça, un petit message. Pour finir, on commence par Prudence. Monsieur Lawson Prudence du cabinet Gestor, il est psychologue. Merci. Ce que j'aimerais dire pour finir, c'est de rappeler à nous tous, moi y compris, moi en premier, que nous avons une responsabilité et peut-être plus une mission envers nos enfants, de les aider à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ça, essayons de faire taire nos égos pour que les enfants puissent grandir dans des environnements sereins. Super. Madame Sylvie Mensan de l'association La Touche. Oui, je dirais que lorsqu'il y a des conflits, c'est le temps qu'on perd en tant que parents et c'est du temps qu'on perd à nos enfants. Parce que le temps pour lui de se remettre sur la bonne voie, c'est du temps perdu. C'est clair. Ce que je dirais, lorsqu'il y a des conflits, il faut peut-être faire appel à des gens professionnels pour intervenir, surtout s'il y a encore la volonté. Tant qu'il y a la volonté, c'est jouable. On peut toujours faire quelque chose. Pour ne pas perdre du temps. C'est ça. Merci. Éric Bonnet, coach scolaire. Les enfants aujourd'hui ont de plus en plus besoin d'aller vite. Et les enfants, la nouvelle génération, 5G, là, ils vont... Ces enfants 7.0. Voilà. Mais nous, parents, nous sommes tenus, nous sommes obligés maintenant de les suivre. Non pas de les tenir par la main, mais de les suivre, parce que c'est eux qui vont plus vite. Lorsque nous tombons irrémédiablement dans les moments de dispute, gardons en tête qu'eux, ils avancent. Et si nous perdons du temps, comme elle a dit, si nous perdons du temps dans les disputes, les enfants, on les perd parce qu'eux, ils continuent. Donc, tâchons de rester avec eux le plus longtemps possible en minimisant les disputes. C'est ça, monsieur Riagnon. Je voudrais dire aux téléspectateurs qu'il n'y a aucun couple qui ne vit de conflit. La dispute, c'est comment, là? Il y a conflit. Forcément. Parce que quand il y a même le couple, le conflit, c'est on a un conflit individuel. Madame et Ève, ils ont fait conflit. Donc, dans le jardin d'Éden. Quand il y a ce conflit, sachez que tous les membres de la famille souffrent. Le père, la mère et l'enfant. Et donc, pour éviter que cela jaillisse sur le résultat scolaire, faisons attention à nos conflits familiaux. C'est ça. Quelqu'un dit la réussite sur Facebook. Merci pour vos nombreuses réactions. La réussite d'un enfant dépend en majorité de la cohésion des parents en cas de problèmes familiaux. Quelle que soit la maturité des enfants, ils ressentiront forcément les effets et cela affectera leurs résultats scolaires. Merci, entre autres réactions donc, sur Facebook, d'avoir réagi autant. On se retrouve jeudi prochain pour une thématique qui tournera autour de la femme, de ce phénomène aujourd'hui où on envoie des photos de nous nus à des correspondants et puis ça nous revient au visage très salement après sur la base d'une expérience qui témoignera au plateau. Nous espérons que vous serez avec nous jeudi prochain et on finit ce soir avec ce beau message d'un artiste qu'on a voulu partager avec vous. C'est l'éducation qui est la clé pour toute chose, pour devenir quelqu'un de mieux, comme on dit entre guillemets, c'est l'éducation. Merci donc d'avoir suivi l'émission autour du thème échec scolaire depuis la maison, quand nos enfants paient pour notre orgueil. Un message aux parents. Très belle soirée et à jeudi prochain. Et le clip. Merci à toi, Déo Julienne. Merci à tous les ouvriers. Vive l'amitié franco-sadéenne. Dans vos l'école, dans vos la nation, dans vos l'école, dans vos la nation, et où ben mis sur l'eau, allez à l'école, et l'on y est, car ma promesse. Merci à tous les inspecteurs.
Merci au ministère de l'Éducation nationale. Dans vos écoles.